Petit bug technique qui va être tout de suite Alors, résolu. le sujet, Tatiana, voilà. chef d'une unité de lutte anti-char. Elle nous montre les positions qu'elle-même et son groupe ont reprises aux Russes. Malgré la tranchée, l'ennemi n'a pas pu résister à l'assaut ukrainien. Il y a encore des cadavres au fond. Les tankistes russes ont été pris à revers. Très fière, Tatiana nous montre la frappe qu'elle a elle-même réalisée avec un missile Stugna, un coup au but à 3000 mètres de distance. La roquette est ressortie par ici, après être entrée de ce côté. Si certains disent que c'est facile de libérer Kherson, je leur réponds, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Et Kherson est libéré. Oui, mais elle avait raison, Tatiana, à ce moment-là. C'était pas évident. Le front était un tout petit peu ralenti. On s'interrogeait, les Ukrainiens s'interrogeaient sur le degré de défense qui serait celui des Russes en face. Il y avait du mouvement. Il y avait des annonces déjà d'une retraite de la part des Russes, ordonnée à travers le fleuve vers le sud. Mais malgré tout, ils se méfiaient beaucoup. Donc les Ukrainiens y allaient prudemment. Et puis les choses se sont accélérées la semaine dernière, comme vous l'avez vu, et là, tout est tombé. Enfin, c'était Kherson, ville ouverte. Hein. Excusez-moi, je vais éternuer. Non, en fait, pardon. Vous avez des... Ça, c'est pas banal. Désolé. Tout va bien. pour ça qu'on a Paul. Bon, tout va bien. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez des nouvelles de Tatiana? Non, pas de nouvelles de Tatiana, mais elle est pas. En tout cas, il lui est rien arrivé de fâcheux parce que je pense qu'on l'aurait su. Et elle est la chef d'une unité. Hein. Les femmes sont au front. On les voit beaucoup. Oui. Alors, un peu moins souvent à des postes comme ça, de commandant. Hein. C'est vraiment un commandant d'unité. Et puis elle est vraiment en première ligne. Hein. C'est de l'anti-char, donc c'est de la roquette anti-char, donc elle y va. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Vous avez couvert d'innombrables guerres. Vous avez passé beaucoup de temps dans cette région. J'ai l'impression, mais je ne suis pas allé sur le front, qu'après un combat acharné au nord de la ville, effectivement, les Russes se sont retirés sans réellement combattre, en tout cas dans Kherson. Comment vous analysez-vous cette situation-là? Bon, moi, je pense qu'ils avaient évalué la situation. Ils savaient que la rive droite du Dniepr n'était pas tenable sur la longueur. Ils ont tiré les conséquences aussi des défaites majeures et spectaculaires du mois de la fin août, début septembre. Là, on voit une carte qui s'affiche justement. Alors là, on est vraiment sur la zone de Kherson. Il faut dire aussi quand même que Kherson, de toutes les communautés occupées, de toutes les villes, il n'y avait pas beaucoup de grosses villes occupées, mais c'était quand même un lieu où il y avait eu de la résistance passive ou active d'ailleurs de la part des Ukrainiens dès le début. Oui. Ils ont pu le mesurer dès les premiers jours de la guerre, ça, parce qu'ils sont rentrés là très très vite. Hein. On est, je crois, tout début mars, donc une poignée de jours après le début de la guerre. C'est la seule d'ailleurs grande conquête très vite. Oui, c'est ça, voilà. Alors il y a une autre grande ville qui est occupée maintenant, Severodonetsk et Lysychansk dans le Donbass, mais enfin, moins symbolique, Kherson, c'est 3 fois. D'abord, c'est moins symbolique. Oui, c'est 3 fois plus gros en termes d'habitants. Et puis c'est une capitale régionale. Ça, c'est la seule, pour le coup. Vraiment la seule. D'oblast. Donc, c'était quand même d'oblast. Et donc, ça, c'était symboliquement très important pour les Russes. Mais en même temps, pas facile à tenir. Ils ont bien vu... Est-ce que ça vous a surpris quand même? Parce qu'on a tous été un peu saisis vendredi à 13h quand on l'a vécu sur LCI. Vous, qui étiez sur le terrain... Moi, j'étais surpris par rapport aux dernières informations qu'on avait les jours précédents. Il y a eu des informations et des informations contradictoires qu'on avait, nous, dans la quinzaine qui a précédé. Il est arrivé un moment, fin octobre, où on nous a dit « Kherson, c'est imminent ». C'est imminent. Oui. D'ailleurs, on était dans le Donbass, on est descendu à Kherson avec les officiers de presse, avec pas mal d'unités ukrainiennes, parce que Kherson allait tomber dans les 72 heures. Et puis ça a coincé. Il y a eu des lignes de défense un petit peu renforcées. Il y a eu des mouvements de troupes. Il y a eu je pense, des affrontements assez meurtriers en fait pour les Ukrainiens. Ça ne nous a pas été dit parce que tout ça reste assez secret. Mais je pense qu'il y a eu des grosses pertes à un moment donné. Ce que faisaient les Russes, maintenant on le sait, mais c'est rétrospectivement, ils protégeaient, comme c'est le cas dans ce genre de situation, ils protégeaient leur retraite. Donc il faut faire des tirs de barrage, etc. Ils ont protégé la retraite. Et puis ensuite, une fois que l'essentiel de la troupe était parti, eh bien, la ville est tombée effectivement en quelques heures. Zelensky a dit hier soir, c'est le début de la fin de la guerre. Et il a dit également au G20 cette nuit ceci. Je suis convaincu
qu'il est temps à présent que la guerre destructrice de la Russie s'arrête. Vous qui avez couvert tant de guerres, c'est le début de la fin de la guerre, d'après vous, ou pas? C'est quoi la suite? Moi, je trouve que Kherson, d'abord, c'est la confirmation de ce changement de flux dans les offensives qu'on a connu depuis cet été. C'est-à-dire, encore une fois, jusqu'à cet été. Et l'été, d'ailleurs, a été un moment de pause quasiment, de stagnation sur les fronts, jusqu'à début août. Mais jusque-là, jusqu'au mois de juin, les Russes étaient à l'offensive. Donc, début août, il y a le début annoncé d'ailleurs de la grande contre-offensive sur Kherson de la part des Ukrainiens. Ça passe un peu inaperçu, mais ils sont vraiment à l'attaque. Et ça n'a fait que se confirmer avec des moments d'accélération et des moments de ralentissement. Mais jusqu'à ce moment, suprême, entre guillemets, qui est la chute de Kherson, leur plus grosse prise, leur plus grosse victoire depuis le début de la guerre. Donc on est dans cette dynamique. Ça peut continuer. Je pense que les Ukrainiens veulent absolument que cette dynamique-là ne retombe pas. Donc je pense que dans leur esprit, c'est pas vraiment le moment de faire une pause et de se dire on va s'arrêter là, on a suffisamment donné. Non, d'ailleurs, quand on parle aux soldats, à aucun moment Kherson est un aboutissement. Chaque fois que je leur ai posé la question, Kherson, c'est à portée de main, etc. Ils disent, oui, Kherson, bien sûr, mais enfin, Kherson, nous, c'est la Crimée. C'est ça, voilà. La vraie question, c'est ça. S'ils veulent revenir sur les frontières de 2014, ils veulent reconquérir la Crimée. Au niveau du soldat de base, comme au niveau de l'état-major ou de la présidence Zelensky, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être Zelensky mettra-t-il de l'eau dans son vin, j'en sais rien. Ça me semble difficile quand même. Hein. Mais jusqu'à présent, officiellement, il s'agit de ça, de reconquérir l'ensemble du territoire. Autre fait important du président ukrainien hier, il dit absolument toutes les installations importantes de la ville et de la région sont minées. Est-ce que vous avez assisté, vous, en découvrant des zones minées ou... Oui, mais là, j'allais dire là, mais ailleurs. C'est-à-dire dans toutes les zones reconquises. C'est l'un des premiers travaux que font les sapeurs, les démineurs ukrainiens, c'est d'aller essayer de dépolluer d'abord les routes, les axes, parce qu'eux-mêmes doivent les emprunter. Voilà. C'est quoi? C'est vraiment des mines planquées sur des cailloux? Racontez-nous. Dès que vous sortez d'un chemin, dès que vous sortez d'une route, vous prenez un risque. Hein. Dès que vous arrêtez sur le bas-côté et que vous mettez vos routes droites un peu trop dans le fossé, un peu trop près du bord, vous prenez un risque. Ce sont les accès des villes, ce sont les accès qui sont... On a été aussi frappés dans les images de Liesse, évidemment, formidable, de tous ces Ukrainiens, hommes, femmes, enfants, qui dansaient sur une place, etc. On se disait, ça a l'air d'être à peu près sûr dans les rues. Ça, c'est dans la ville. C'est dans les villes. Donc, des mines dans la ville, dans le centre-ville, ça s'apparenterait plus à des pièges pour réellement, créer de la panique, tuer du civil, beaucoup plus que du soldat d'ailleurs. Voilà. Par contre, en campagne, c'est le lot de ce genre de champ de bataille. C'est que vous protégez le secteur aussi sur les franges des secteurs contrôlés, vous les protégez avec la dissémination de mines. Donc voilà, je ne suis pas sûr que les Ukrainiens n'aient pas fait la même chose dans l'autre sens quand les Russes étaient à l'offensive. Donc des mines en campagne, quand vous êtes proche des lignes de confrontation, vous pouvez en avoir partout et vous les voyez pas. Vous ne les voyez que quand elles sont précisément identifiées par les sapeurs, avec des petits drapeaux, avec des petits ou des panneaux. Attention, c'est miné, ça vous voyez. Mais là, c'est déjà bien. Vous le savez. Des panneaux, Donc dans le doute, plus vous arrivez dans un chemin qui n'est pas asphalté, avec des champs autour de vous, que vous n'êtes pas loin d'une zone, vous êtes dans une zone reconquise, pas loin d'un village, etc. Il y a un risque. Vous regardez toujours où vous mettez les pieds. Vous avez passé plusieurs mois à tout en cumulé en Ukraine, vous avez eu beaucoup d'armes. Est-ce qu'on peut parler du triomphe militaire des Césars? Vous avez fait plusieurs sujets d'ailleurs sur les Césars, et notamment, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a les M777 américains et le fameux lance-roquettes HIMARS. Je crois que vous en avez beaucoup vu des lance-roquettes HIMARS et aussi des PZH-2000 allemands. En gros, il y a un énorme arsenal occidental qui a aidé notamment à Kherson. À partir de la fin du printemps, l'armement lourd a été réellement livré aux Ukrainiens et ça fait la différence. La grande différence, il faut quand même le dire, même s'il ne s'agit que de 16 unités officiellement, il y en aura peut-être d'autres, mais c'était les HIMARS américains. Qui étaient les seuls à avoir une portée de tir supérieure à la plus longue portée de l'artillerie russe. Alors, je ne parle pas des missiles
balistiques qui peuvent être tirés quasiment du territoire russe. On les voit là, pas de ça. Je parle de l'artillerie de ce type. Voilà, ça c'est les HIMARS à la manœuvre. On en a aperçu, alors pas dire qu'on en a vu beaucoup, encore une fois il y a un 16 sur l'ensemble du territoire, mais on en a vu dans le Donbass circuler effectivement. Curieusement, les Ukrainiens n'ont pas voulu trop nous les montrer. Et vous savez d'ailleurs que c'est une arme si destructrice pour les Russes, parce que ça tape encore une fois l'arrière de leur ligne. C'est ça, ça enjambe le front et ça tape jusqu'à 80 km en tout. Exactement. Donc ça tape les lignes de soutien, les dépôts de carburant, les convois logistiques, etc., etc. Donc ça c'est vraiment très préjudiciable à la force de frappe russe. Et ils ont donc fait usage de ces HIMARS avec tellement d'efficacité que les Russes, évidemment, cherchent à les détruire. Et les Ukrainiens, de manière assez savoureuse, si on peut dire, enfin, en tout cas, c'est une manière de leurrer les Russes qui est incroyable, ont multiplié. Nous, on a vu une fabrique de faux HIMARS. D'accord. HIMARS en bois que vous laissez comme ça, qu'ils disséminent dans la campagne et que les Russes viennent taper avec des missiles à plusieurs centaines de milliers de dollars pièce. Il n'y en a que 16 vrais et d'innombrables faux. Exactement. C'est passionnant. Ah, ouais. Vous avez aussi fait un sujet que je trouvais vraiment passionnant sur la guerre des ponts. Là, on va voir le pont Antonivka qui est au-dessus du Dniepr à Kherson, détruit en grande partie par les forces russes après leur retraite militaire ce week-end. Parlez-nous de cette guerre des ponts qui est particulièrement d'actualité puisque la nouvelle frontière, en tout cas à Kherson, c'est le Dniepr. Oui. Oui, les ponts, mais j'allais dire dans toute guerre, dans toute campagne militaire, il faut franchir les obstacles naturels. Et le premier obstacle naturel compliqué pour une armée en campagne, c'est les cours d'eau. C'est la rivière, qu'ils soient petits ou gros. Évidemment, plus il est large, plus c'est compliqué. Donc les ponts, les ponts ont été d'abord tous minés par les Ukrainiens quand il s'agissait de freiner l'avancée russe en début de guerre. Et puis, dans la reconquête, il a fallu franchir aussi ces cours d'eau. Et souvent, les ponts étaient détruits. Alors, détruits soit par les Ukrainiens eux-mêmes, soit par les Russes, qui, eux, faisaient la même chose. Et donc, il fallait soit les reconstruire, soit utiliser des barges. On en a vu. Et voilà, ça a été la même chose sur le Dniepr. C'est-à-dire, détruire un pont, ça offre un avantage, c'est une protection, mais évidemment, ça rend plus compliqué pour soi-même le franchissement dans l'autre sens. En général, on préserve les ponts, d'ailleurs. On essaye quand on est... Ça dépend. Si vous voulez vraiment freiner l'avancée de l'adversaire, il faut absolument les miner et les détruire. Et donc, on voit dans la campagne ukrainienne des ponts qui souvent sont détruits, alors on passe à côté, quand c'est un petit cours d'eau, ou alors il y a des contournements possibles par d'autres moyens, soit minés, toujours dans le Donbass, à l'entrée de Bakhmout. Il y a un petit pont comme ça, sous lequel on passe, qui est un pont ferroviaire, pas grand-chose, mais depuis le début de la guerre, je le vois, parce que je suis passé dessous je ne sais combien de fois pour aller à Bakhmout ou dans ce secteur, vous avez toujours les paquets d'explosifs qui sont fixés. Qui sont fixés d'ailleurs sur ce pont au-dessus, d'ailleurs curieusement et pas en dessous. Mais voilà, parce que le moment venu, vous le faites sauter, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est essentiel, oui, bien sûr. Dans le monde, on a lu aujourd'hui un reportage de Rémi Ourdan, que vous connaissez évidemment du terrain, et on découvre l'existence d'une torture baptisée l'appel à Zelensky. Ce sont des décharges électriques sur les testicules. Hier, on a diffusé un reportage de votre confrère Benoît Cristal, qui est en ce moment avec Paul Bouffard et Basile Bonne à Kherson, qui raconte encore une fois ces tortures des Russes. En septembre dernier, à Izium, les témoignages étaient quasiment identiques. Toujours à Izium, avec Frédéric Petit et Gabriel Orillon, vous étiez présents lorsque les enquêteurs ont découvert et déterré 445 cadavres pour savoir si eux-mêmes avaient été torturés. On regarde un très court extrait. Nous sommes aux abords immédiats de la ville d'Izium. Dans ce bois, une foule est rassemblée, des pompiers de la ville, des policiers réquisitionnés pour une tâche insoutenable. Car il s'agit ici de fouiller le sol sablonneux à la recherche de corps. Il y en aurait des centaines, civils pour la plupart, tous victimes de l'occupation russe. Et ces derniers sont soupçonnés de crimes de guerre. Une par une, des dépouilles sont exhumées et le difficile travail d'identification commence. Il s'agit de savoir si, encore une fois, nous sommes dans une répétition de ce qui s'est passé à Boutcha ou s'il s'agit tout simplement de victimes d'une zone de combat, car les Russes et les Ukrainiens se sont battus ici dans la zone d'Izium.
Super. Ces tortures sont évidemment ignobles, mais ce que vous racontez aussi, ce qu'on oublie un peu, c'est que c'est pas dans les mêmes proportions, mais c'est des deux côtés, et que les Russes sont également torturés. Alors, pas dans les mêmes proportions. Nous, on n'a pas vu ça, de même qu'on n'a pas directement assisté à des tortures. Bien sûr. Quoi que ce soit. Donc, ce dont on peut témoigner, c'est qu'en va dans chaque ville libérée, en général, c'est toujours dans le même endroit d'ailleurs, c'est le poste de police. C'est le cas à Liman, c'est le cas à Izium, c'est le cas à Kherson. Eh bien, les gens emprisonnés, effectivement, se retrouvaient dans des cellules et pour les plus malchanceux ou ceux qui étaient pris en guerre par les Russes, eh bien, subissaient des sévices. Il y a suffisamment de témoignages pour l'attester, ça. Donc, dans pratiquement tous les villages, la question est celle-là. Qui reste ? Qui est toujours vivant ? Qui s'est enfui parce que c'est un collaborateur? Qui a disparu parce qu'il a tout simplement été exécuté ou emmené de force, alors comme les enfants par exemple ou d'autres. Donc vous avez un recensement des populations à faire à chaque fois. Nous, on l'a vu à Izium par exemple, ça. 2/3 de la population avait disparu, on ne savait pas où elle était. Certains étaient partis à l'ouest dès le début du conflit, d'autres étaient... Je vous dis, voilà, donc... Et c'est à partir de là que vous avez un travail d'enquête. Vous déterrez les corps dans les cimetières, parce que souvent les cimetières ont augmenté de 30% en volume. Donc vous déterrez les corps, c'est ce qui s'est passé à Izium, j'allais dire à Boucha, à Izium, et vous regardez quels sévices ont été pratiqués sur ces corps. Et en général, il y en a. Alors c'est pas forcément sur 400 corps, mais il y en a. Et donc c'est un travail assez long qui est en cours. Ça a fait assez peu de bruit comparé à la chute de Kherson, à la libération de Kherson, mais les Russes ont clamé avoir conquis une localité de l'est de l'Ukraine, donc vous connaissez très bien la région, ça s'appelle Pavlivka, un rare succès donc revendiqué par Moscou après des semaines de revers et de retraite, et il est question également de la milice Wagner à Pavlivka que vous avez énormément croisé. C'est quoi la bataille de Pavlivka là? Alors Pavlivka, c'est un petit village parmi d'autres, hein, mais ce front-là est intéressant parce que ce à quoi on assiste depuis la retraite de Kherson, c'est une tentative de réaccélérer le front, le seul endroit où les Russes sont à l'offensive, c'est-à-dire ici, tout ce qui est à l'est, à l'ouest de la ville de Donetsk. Vous voyez Donetsk, c'est la capitale un peu des séparatistes, hein, Louhansk, Donetsk, etc. Et c'est un front sur lequel ils sont à l'offensive. On ne le voit pas sur la carte, mais juste au-dessus de Pavlivka, vous avez Barmout. Entre Barmout et Pavlivka, il y a un autre petit village qui s'appelle Mayorsk, avec Pavlivka, qui a été conquis, soi-disant. Par les Russes. C'est quoi, par les Russes? C'est des conquêtes de quelques centaines de mètres. Il faut bien se rendre compte que c'est ça. Hein. Et sur un front sur lequel ils sont en train de mettre des coups de boutoir, sans succès, en fait, sans grand succès, depuis des mois. Donc c'est quelques centaines de mètres depuis des mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grand-chose. Michel Scott, vous restez